Le créole, c'est une langue, une culture, une civilisation, mais c'est aussi une discipline, un domaine de recherche. La créolistique, on en parle. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Causeries des sciences du langage, dans la série consacrée aux langues et cultures créoles. Nous recevons aujourd'hui Audrey Noël, maître de conférences en sciences du langage, et elle va nous parler de recherche, de créolistique, une discipline nouvelle. Bonjour Audrey. Bonjour Monsieur Lorette. Alors une discipline nouvelle, on va voir, oui, pas tant que ça. C'est quoi alors la créolistique ? Alors, la créolistique, déjà, si on voulait la définir, en prenant très basiquement un dictionnaire, moi j'ai par exemple été voir dans le Larousse comment on définit ça, eh bien c'est une branche de la linguistique, une branche au même titre que la linguistique a d'autres domaines, c'est-à-dire qu'en linguistique, je peux faire de la phonologie, par exemple, je vais m'intéresser au son d'une langue ou de plusieurs langues, je peux faire de la psycholinguistique, je vais m'intéresser aux mécanismes cognitifs, psycho-affectifs derrière les phénomènes linguistiques. Donc voilà, la linguistique, donc c'est plein de domaines. Et parmi tous ces domaines, eh bien, il y a la créolistique, où là, je m'intéresse aux langues créoles, et on va dire un peu plus largement aux langues créoles, et puis aux cultures créoles également. Donc voilà, ce qu'on peut dire. Mais depuis quand, alors, si vous dites, moi je pensais que c'était, je l'ai annoncé comme une discipline nouvelle, et vous me dites non, c'est très ancien. Depuis quand est-ce qu'on étudie les langues créoles ? Alors, c'est ancien puisque, effectivement, on les étudie depuis, on va dire, le 19e siècle. On a des premiers travaux qui commencent à peu près à ce moment-là. Mais alors, si vous voulez, peut-être avant de vous répondre plus en détail sur cette question de depuis quand, pour finir sur ces notions de terminologie, moi j'aimerais bien vous commenter le terme de créoliste. Parce que quand on fait de la créolistique, eh ben on peut dire qu'on est créoliste. Et alors c'est un terme qui est assez intéressant parce que, en fait, il est parfois un peu utilisé, on va dire, à tort et à travers. Enfin, on ne sait pas vraiment comment s'en servir en fait de ce terme-là. Donc créoliste, une personne qui étudie une langue créole ou plusieurs langues créoles. Et le créoliste, par définition, il est aussi linguiste. Et il est, on va dire, peut-être d'abord linguiste, et ensuite il se spécialise en fait en langue créole. Pour être créoliste, on n'a pas forcément besoin d'être locuteur natif du créole. Ça, c'est, je pense, un point aussi important à dire. C'est toujours plus facile d'étudier une langue qu'on parle, mais on n'est pas tenu d'être locuteur natif pour étudier et s'intéresser au créole. Et c'est pour ça, d'ailleurs, justement, que la créolistique, eh bien, c'est une discipline qu'on voit apparaître assez tôt, puisque au départ, eh bien, des éminents linguistes non créolophones vont commencer à s'y intéresser. Alors, pareil, une petite mise en garde sur l'utilisation du terme créoliste. C'est une discipline scientifique, c'est un titre scientifique, donc quand je me désigne créoliste, eh bien ça sous-entend que j'ai un bagage linguistique particulier pour étudier la langue. Donc voilà, je ne suis pas forcément locuteur du créole, mais par contre j'ai des connaissances particulières en linguistique pour pouvoir faire de la linguistique sur les langues créoles. Donc c'est pas parce que je parle créole que je suis automatiquement créoliste. Ça aussi, c'est parfois les petits abus de langage qu'on peut parfois remarquer. Alors, donc, comme je le disais, une fois qu'on a posé ça, et créoliste, donc une personne qui a un bagage linguistique et qui va s'intéresser aux langues créoles, qui va s'intéresser aussi aux cultures créoles, peut-être que vous auriez eu envie de me dire, mais il n'y a pas que les linguistes qui s'intéressent aux... C'est ça, ça me brûle. Il y a la langue, mais comme je l'annonçais au départ, il y a la langue, il y a la culture, une civilisation. Finalement, la créolistique, moi, ça me semblait aussi une discipline qui était à la croisée de plusieurs disciplines. Oui, c'est ça. Alors, dans le terme, enfin dans la définition vraiment, on va dire la principale définition du créoliste, c'est un linguiste. Maintenant, on peut faire être interdisciplinaire, pluridisciplinaire quand on fait de la créolistique, avec là une vision un peu plus globale de ce que c'est que la créolistique, donc où je ne vais pas uniquement m'intéresser à la langue, mais plus globalement à la culture, à l'histoire. Donc effectivement, sur l'objet créole, eh bien, je peux faire appel à d'autres disciplines. Et donc, est-ce que ces personnes s'appellent créolistes ?
pas forcément, ou en tout cas, on va dire que logiquement, c'est pas le terme qu'ils utiliseraient, mais on peut être historien, spécialiste en monde créole, enfin voilà. Mais ce que vous dites, c'est qu'initialement, les créolistes, ce sont les linguistes qui s'intéressent aux langues créoles, à cet objet particulier, cet usage linguistique particulier des langues créoles dans les territoires. Exactement, voilà. Initialement, c'est des linguistes et c'est ce qu'on voit au niveau historique. Et pourquoi ça les intéresse ? C'est des linguistes. C'est une très bonne question. Alors, donc là, j'en viens peut-être à la question de l'histoire. Donc, on a dit 19e siècle, début de la linguistique, enfin de la créolistique, qui au départ donc ne s'appelle pas créolistique du tout. Hein, on ne l'appelle pas d'ailleurs. Et les linguistes au départ, ceux qui vont s'intéresser aux langues créoles, eh bien, c'est plutôt, je dirais, avec une vision très coloniale en fait des choses, avec une vision très racialisée. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux langues créoles, mais plutôt pour en dire des choses pas très valorisantes. Hein. On va dire que les langues créoles, finalement, quand on les étudie, c'est des baragouins, c'est du français déformé. Enfin voilà, en fait, ça va servir à des démonstrations pour montrer que on a des grandes langues, on a des langues très structurées, hein, le français, l'espagnol, etc. Donc voilà, des vraies langues complexes, avec beaucoup de vocabulaire. Et puis à côté de ça, on a des patois, on a des baragouins, c'est un terme qui revient dans un certain nombre de travaux à cette époque, des choses très rudimentaires qui imitent, en fait, qui cherchent à imiter les grandes langues, et qui, quand on les étudie, on voit bien, il n'y a pas trop de vocabulaire, c'est assez pauvre, c'est redondant, les mots, ils ne sont pas utilisés avec le bon sens. Enfin voilà, on va avoir comme ça des choses, des discours qui aujourd'hui nous choqueraient. Hein. Nous, linguistes qui travaillons sur les langues créoles, on se dit, c'est assez étonnant finalement d'en avoir conclu ça de l'étude des langues créoles. Mais effectivement, c'était ça l'objectif au départ, c'était d'asseoir finalement le statut très prestigieux de certaines langues en montrant un peu en miroir négatif que d'autres langues sont vraiment pas des langues finalement. Et qu'est-ce qui a permis à ces débuts d'études, à la créolistique, de s'installer comme une discipline à part entière ensuite ? Alors, ensuite, ce qui va nous faire passer de ces premières études là très avec un point de vue très, très racial à des études plus peut-être objectives, avec vraiment l'idée que les créoles sont des langues dignes d'intérêt, des langues sur lesquelles on peut dire des choses, eh bien ça va être l'entrée, on va dire, dans le jeu des linguistes, cette fois-ci, qui sont locuteurs natifs de créole. Donc, alors, des linguistes, mais pas que, hein, puisque on constate quand même qu'au début, on a principalement des linguistes qui s'intéressent aux langues créoles, mais on a aussi d'autres disciplines, on a notamment des anthropologues. Alors, avant de vous développer peut-être vraiment ces premiers linguistes ou chercheurs, en tout cas qui sont locuteurs natifs et qui s'intéressent aux langues, peut-être un petit point sur on va dire la première bascule, fin du 19e siècle, où on commence à avoir des linguistes qui ont un discours qui est plus nuancé sur les créoles, qui est moins péjoratif, on va dire. Alors, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui s'affiche, bon, je ne suis pas exhaustive, hein, donc j'ai sélectionné quelques grands noms pour vous illustrer les choses. Vous avez par exemple Hugo Schuchart, je ne sais pas très bien le prononcer, vous m'excuserez, qui est un linguiste allemand et qui est spécialiste des langues romanes, des dialectes. Et donc, comme il s'intéresse à cette question des dialectes, il va assez vite s'intéresser au créole et au pidgin. Et donc, alors lui, il a aussi beaucoup étudié le basque, d'ailleurs. Donc, vous voyez, il a un intérêt comme ça pour des langues, on va dire, minoritaires, enfin voilà, des langues un peu régionales, et avec une histoire, une genèse particulière. Et justement, alors, ce qu'on lit dans ces travaux, et ce qui va lancer véritablement aussi l'intérêt, c'est l'envie, à un moment donné, pour les linguistes, une passion pour tout le courant de la linguistique historique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la question de la genèse des langues, aux filiations, c'est quoi les familles de langues, les proto-langues, c'est-à-dire est-ce qu'on a une grande langue qui devient d'autres, qui a essaimé et qui se transforme en plusieurs langues. On a comme ça beaucoup de travaux là-dessus. Comment les langues évoluent.
Et ça passionne les linguistes de la fin du 19e siècle. Et c'est à partir de cet intérêt-là pour la linguistique historique que finalement on va vraiment avoir un intérêt particulier pour les créoles, parce que les créoles ont ça de particulier qu'ils apparaissent dans un contexte historique particulier, justement précis, qu'on peut délimiter. Et ça, les travaux de Chaudenson après vont le préciser, mais voilà, ça fait partie de ces langues qu'on peut plus facilement dater. Hein, je ne peux pas dire le français est apparu à telle période. Par contre, je peux dire le créole réunionnais est apparu à telle période. Et donc, c'est ça qui va vraiment fasciner aussi un certain nombre de linguistes, et dont certains linguistes allemands notamment. Alors, vous avez également Lucien Adam, donc qui écrit, lui, un essai d'hybridologie linguistique. Alors, je vous ai mis le titre de son ouvrage, donc fin 19e siècle, parce que justement, je trouve qu'il est assez intéressant et assez emblématique de ce qu'on pense à ce moment-là des langues créoles, c'est-à-dire que c'est des langues hybrides. Voilà, on passe de quelque chose de rudimentaire, pas vraiment une langue, à une notion d'hybridité, de langue nouvelle, de langue jeune. Ça aussi, c'est la question de la jeunesse, ça va faire beaucoup écrire, beaucoup lire. On va se demander, ben voilà, c'est quoi ces langues en fait, cette hybridation, ce métissage, d'où ça vient, quelle est la racine, la source exactement de ces langues. Donc beaucoup de théories sur les origines africaines, les origines européennes. On a comme ça beaucoup de choses qui circulent. Est-ce que finalement les langues créoles, c'est une famille de langues, c'est une nouvelle famille? Vous voyez un peu toutes ces questions-là qui vont émerger à cette période. Et puis, un autre exemple, pour vous montrer que ça se diffuse en Europe, vous avez Essling également, qui lui est néerlandais et qui va également s'intéresser. Alors, lui, il appelle ça des langues mixtes. Voilà, mixtes, hybrides, on est un peu dans cette même terminologie-là. Il croise un peu l'étude des langues créoles, des langues africaines. Il va s'intéresser aussi au papiamento. Enfin, voilà, on a comme ça des travaux qui croisent beaucoup de domaines. Et donc, après, effectivement, arrivent les linguistes natifs, et donc voilà, ça va changer un petit peu la donne, puisque eux, ils ont cette plus-value de connaître la langue qu'ils vont étudier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les mêmes représentations que les autres. On peut tout à fait, je ne vous l'apprends pas, parler créole et puis penser que ce n'est pas vraiment une langue, etc. Donc on peut véhiculer aussi ces idées-là, mais eux vont, enfin en tout cas certains d'entre eux vont vraiment avoir une analyse scientifique, et donc leurs travaux vont légitimer clairement le statut de langue et l'intérêt scientifique de ces langues-là. Alors pour vous faire un petit diaporama aussi de ces travaux-là, donc voilà, c'est début du XXe siècle. On va avoir plusieurs grands noms à Haïti, plusieurs chercheurs d'origine haïtienne. On peut par exemple citer Suzanne Comer-Sylvain. Donc voilà, elle n'est pas linguiste, elle est anthropologue, et c'est la première femme anthropologue haïtienne d'ailleurs. Et alors, elle n'est donc pas linguiste, mais elle s'intéresse au conte, elle s'intéresse à la tradition orale haïtienne. Et donc, dans les années 30, elle fait des travaux sur le conte, sur la fable et sur la tradition orale. Alors, au départ, ces travaux ne suscitent pas vraiment d'intérêt, c'est assez anecdotique, c'est rattaché un peu au folklore, si vous voulez. Donc, voilà, on trouve ça sympathique, mais sans plus. Et puis, d'autres anthropologues, avec une renommée un peu plus importante, vont commencer à vraiment s'intéresser à son travail, à l'encourager aussi à continuer dans cette voie-là, en lui montrant les liens qui peuvent être faits avec d'autres territoires, avec d'autres traditions orales. Et donc, elle va continuer, elle va vraiment initier un travail formidable sur les contes et sur la tradition orale et sur la langue, donc, le créole haïtien. Alors, un peu plus tard, vous avez, très peu, une petite dizaine d'années plus tard, Jules Fein qui travaille aussi sur le créole haïtien et qui publie Philologie créole, études historiques et étymologiques sur la langue créole d'Haïti. Donc là, un travail aussi conséquent sur la langue. Et vous avez aussi un auteur très, très connu, un chercheur qu'on cite énormément, Michel de Graff, qui lui est aussi créoliste haïtien. Et là, je ne peux pas vous citer les travaux, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. C'est difficile de sélectionner le plus parlant. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de lui,
voilà, c'est beaucoup de recherches fondatrices, et le fait également qu'il a été fondateur de l'Académie du créole haïtien. Donc ça aussi, c'est assez notable. Donc là, c'est pour plutôt le côté haïtien. Alors, aux Antilles, on a aussi un certain nombre de grands noms. Alors bon, pareil, hein, j'ai pas voulu, ou c'était compliqué d'être exhaustif, donc je sélectionne quelques noms. On peut citer Jean Bernabé, Guy Hazel-Massieu, Raphaël Confiant, hein, qui sont tous les trois des linguistes donc, qui ont beaucoup travaillé sur la grammaire, l'orthographe. Jean Bernabé, c'est un des fondateurs du GEREC, je vous en parlerai un petit peu après. Guy Hazel-Massieu, donc lui qui a beaucoup travaillé sur le créole guadeloupéen. Et puis ensuite, il a un peu élargi, donc au départ sur le créole guadeloupéen, puis sur les créoles des Antilles, puis sur les créoles à base française, et puis à la fin plutôt les comparaisons entre les créoles à base française, à base anglaise, portugaise, etc. Et puis, alors, 1989, on a un ouvrage aussi qui fait date, hein, L'éloge de la créolité. Donc un ouvrage qui est coécrit par Raphaël Confiant, Jean Bernabé et Patrick Chamoiseau. Donc Patrick Chamoiseau qui est écrivain, donc qui n'est pas linguiste à proprement parler, mais écrivain martiniquais extrêmement prolifique. Et donc cet ouvrage fait date, puisque là, il est question de langue, mais il est question de façon plus globale d'identité, de créolité. Et ça résonne avec les travaux d'Aimé Césaire notamment, et avec la pensée d'Édouard Glissant. Donc là, on a quand même une pensée antillaise sur la créolité et sur les langues qui va impulser à partir de ce moment-là. Et puis un autre grand nom aussi qu'on peut citer, fin du XXe siècle, les travaux de Lambert-Félix Prudent, qui, donc dans les années 80, lance un concept, celui de l'interlecte, qui répond au concept de diglossie. Donc diglossie, hein, j'ai une situation avec une langue en position haute, donc très valorisée, très prestigieuse, le français, et une langue qui est en position basse, les créoles, des créoles, voilà. Donc minorée, c'est une langue, pas vraiment une langue, pas vraiment intéressante, plutôt la langue de l'intime, plutôt la langue des choses pas sérieuses. Et on a comme ça une société où on a une répartition des usages parce qu'on a une langue qui va être attribuée à certains contextes, et puis une autre langue à d'autres contextes. Donc ce schéma-là, qui a longtemps été observé dans les aires créoles, après s'est progressivement délité et a laissé place à quelque chose d'un peu plus mixte, justement, à l'interlecte, où là on est plutôt dans quelque chose d'hybride, dans un système où le mélange domine. Je ne détaille pas plus, je pense qu'il nous faudrait une causerie entière pour parler de l'interlecte, mais voilà un concept important qui apparaît à ce moment-là, et qui d'ailleurs sera beaucoup repris à La Réunion, hein, qui va aussi faire réfléchir beaucoup de chercheurs. Alors, je vous le disais aussi, par contre, on est créoliste, on peut être locuteur natif, mais pas forcément. Et donc là, effectivement, on a aussi à cette période des travaux qui sont réalisés par des linguistes qui ne sont pas créolophones en soi. Vous avez par exemple Derek Bickerton, qui est américain, qui travaille sur le créole guyanais, le créole hawaïen. Il a à son actif aussi un certain nombre d'ouvrages extrêmement célèbres, qui parle de l'émergence, de la genèse. Il croise racines du langage, hein, il s'intéresse à c'est quoi qui nous permet d'acquérir le langage, d'acquérir des langues, comment ça se développe chez l'enfant. Donc lui, il est un peu sur des thématiques comme ça. Vous avez également les travaux d'Anne Gray-Bollet, qui sont très importants aussi sur le créole séchellois. Et elle n'était pas, en tout cas à ma connaissance, créolophone native du créole séchellois. On peut aussi citer Ferguson, hein, je vous parlais de Lambert-Félix Prudent et de ce concept d'interlecte. Eh bien, cette pensée-là, elle nous vient de ce sociolinguiste qui avait publié dans les années 60 un article diglossia, où il développait, il expliquait justement ce concept de diglossie. Donc voilà un petit peu pour faire le diaporama de cette discipline-là. Après, au-delà des travaux, on peut aussi parler des espaces de diffusion, parce que justement, ce qui va
fonder la créolistique et ce qui va l'ancrer comme discipline, c'est bien sûr les travaux, la recherche, mais le fait que les chercheurs vont se réunir, vont se rassembler, vont créer des lieux d'échange entre eux et vont diffuser leurs travaux. Et comment ils le font? Alors, on a comme ça un certain nombre d'événements marquants. On a la création du GIREC, notamment, qui, comme vous pouvez le voir sur le diapo, le GIREC qui est créé en 1975, donc qui est rattaché à l'Université des Antilles-Guyane. Donc c'est le groupe d'études et de recherche en espace créolophone. Donc maintenant on appelle ça le GIREC F et francophone. Et donc ce groupe de recherche, voilà, l'objectif c'était vraiment de réunir toutes les personnes qui s'intéressent au créole, des linguistes ou pas d'ailleurs, enfin en tout cas des intellectuels, des gens qui réfléchissent sur l'objet créole, avec aussi un côté militant. Il y avait vraiment à cette époque-là un objectif militant très net et l'envie d'outiller la langue, et notamment au niveau de la graphie. Ça a été un des thèmes très très travaillés par le GIREC. À peu près à la même période, vous avez la création du CIEC, le Comité international des études créoles. Donc le CIEC qui, lui, est créé sous l'impulsion de Robert Chaudenson, linguiste qui travaille sur le créole réunionnais, dont je vous parlerai peut-être juste après, et qui soutient sa thèse de doctorat dans les années 70, donc plus précisément en 1972. Et donc, au moment où il soutient sa thèse, il se dit ça serait vraiment très très intéressant de créer quelque chose, de créer une unité internationale, un réseau. Et donc on va lancer le CIEC, qui va organiser très régulièrement des colloques internationaux des études créoles. Et d'ailleurs, il me semble que le prochain, c'est prévu pour l'année prochaine, il me semble bien. Voilà, donc tout ça va effectivement permettre à la créolistique de prendre vraiment une assise sérieuse. Et puis la recherche, elle ne peut se développer que si on échange entre chercheurs, et c'est vraiment ce qu'on observe à cette période-là. D'accord. Donc si je vous suis bien, au départ, les linguistes s'intéressent aux langues créoles parce que ça questionne les grandes théories de la généalogie et de la typologie des langues. Tout à fait. Ensuite, on va avoir avec les natifs davantage de description de chacun des systèmes, puis les chercheurs se rassemblent. Les langues créoles ne sont plus étudiées de manière isolée, mais forment le cercle de la créolophonie, si on veut. Mais nous, à La Réunion, quelle est l'histoire de la créolistique? Alors nous, à La Réunion, ça commence, ça se lance véritablement, on va dire, dans les années 70, justement, avec Robert Chaudenson, qui fait un travail sur le lexique, dans le titre, en tout cas, c'est le lexique du parler créole de La Réunion. Ça, c'est le nom de sa thèse. Mais quand on consulte sa thèse, on se rend bien compte que finalement, il pose les jalons de toute la créolistique. C'est-à-dire qu'il est à la fois question de lexique, de syntaxe, de genèse. On a une partie de notes grammaticales, mais qui fait une centaine de pages. Enfin voilà, on voit bien que dans ce travail, en fait, on pose les axes pour les années qui viennent de l'étude sur la langue créole de façon beaucoup plus large. Donc Robert Chaudenson va continuer après sur sa lancée et va principalement théoriser, en tout cas au-delà de La Réunion, il est connu pour ça, pour avoir vraiment théorisé la genèse des langues, pour avoir expliqué, par exemple, le créole réunionnais, c'est une approximation au carré. Donc ça, c'est une expression de Robert Chaudenson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la genèse, en fait, du créole, c'est des premiers esclaves apprennent de façon approximative ce qui est parlé par les maîtres, donc un français dialectal, conéisé, etc. Donc ça, c'est un français du XVIIIe siècle, qui n'est pas le français qu'on parle aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième génération d'esclaves apprend de façon approximative cette approximation parlée par les premiers esclaves, et c'est ça qui devient du créole. Donc voilà, lui, il va vraiment s'intéresser au processus de créolisation. Exactement. Alors, il n'est pas tout seul, bien sûr, à faire de la linguistique à La Réunion. On a plusieurs auteurs importants.
Alors, on peut aussi citer Michel Carayol, donc, qui, lui, publie dans les années 1977 Le français parlé à La Réunion. Donc, Michel Carayol, lui, va plutôt avoir un intérêt pour le français parlé à La Réunion, justement, le français régional. Il va vraiment s'intéresser assez spécifiquement à cette question-là. Donc il s'intéresse bien sûr au créole, hein, mais au créole dans un ensemble, dans l'ensemble des variantes qui sont parlées à La Réunion. Il s'intéresse aussi à la phonétique et à la phonologie. Donc il a fait des travaux très très intéressants sur cette thématique-là. Et on s'appuie aujourd'hui de toute façon toujours sur ces travaux quand on parle de phonétique et de phonologie. Vous avez également Pierre Sellier, donc un petit peu plus tard, 1985, qui publie un ouvrage sur une comparaison syntaxique entre le français et le créole réunionnais. Et comme le nom l'indique, il y a aussi la question de la réflexion pré-pédagogique. C'est-à-dire que Pierre Sellier, il a un intérêt pour comment on va se servir de tout ce qu'on fait là, de tout ce qu'on fait en créolistique, très concrètement à l'école. Comment on fait pour aider les élèves qui sont créolophones à bien acquérir le français. Donc il commence, lui, à impulser, là aussi, un domaine qui va être extrêmement étudié, hein, comment on s'appuie sur le créole, comment on mixe les deux dans l'éducation, dans une dimension pédagogique. Et puis après, bon, ça continue. Vous avez, dans les années 90, Daniel Badioni, qui va lui publier un dictionnaire créole réunionnais français. Bon, il fait plein d'autres choses également, hein, mais voilà, il est assez connu. En tout cas, l'un de ses premiers travaux, c'est ça, c'est sur le lexique. Et puis pareil, dans cette dimension lexicale, vous avez aussi les travaux de Michel Beniamino, Français de la Réunion, là à nouveau, où il va faire un inventaire des particularités lexicales. Donc voilà quelques grands noms, et puis quelques grands ouvrages aussi qu'on ne pourrait pas ne pas citer. L'Atlas linguistique et ethnographique de la Réunion, qui paraît en 1984, qui est un travail colossal aussi, 3 volumes. Donc c'est un atlas qui a été, une recherche qui a été faite par Carayol, Chaudenson et Christian Barra. Donc Christian Barra qui a réalisé les enquêtes pour cet atlas linguistique. Et c'est un ouvrage majeur, puisque là on a vraiment un répertoire régionalisé de comment on parle à La Réunion et comment ça se prononce. Enfin voilà, c'est extrêmement riche et on peut en dire beaucoup de choses. Et on a aussi, à côté de cet ouvrage, les enregistrements qu'on a toujours et qui sont archivés à la bibliothèque universitaire, les enregistrements des enquêtes qui ont permis de faire cet atlas linguistique. Et puis d'autres choses aussi. Alors là, je vous ai mis un exemple de dictionnaire, mais on commence à voir apparaître des grammaires, des choses, des grammaires descriptives. Hein. L'idée, c'est d'expliquer comment on fait du créole, comment on parle créole, comment ça se structure. On n'est pas sur voilà comment il faut l'écrire, voilà comment il faut le parler, voilà comment il faut faire une bonne phrase. Hein. On n'est pas dans cette dimension-là, contrairement à la France qui a connu cette phase très normative. Les linguistes réunionnais, les créolistes réunionnais, eux sont vraiment dans une description de ce qui se passe, du système tel qu'ils l'observent dans la société. Très bien, mais ça fait 50 ans de recherche réunionnaise en créolistique. Oui. Et puis on voit bien dans ce que vous annoncez, dans les projets pédagogiques, etc., que c'est une discipline qui va se mettre au service de la société, dont la société a besoin pour son propre développement, son propre aménagement. Et je suppose que les axes de recherche, les thématiques et que les productions en créolistique ont été très nombreuses. Si vous le voulez bien, je vous inviterai dans une autre émission et on évoquera à ce moment-là les perspectives et les travaux récents et l'enjeu de la créolistique. Je vous remercie beaucoup, Madame Noël, pour toutes ces explications et pour votre présence. Avec le plaisir de vous accueillir une prochaine fois. Avec grand plaisir. Nous ferons donc une seconde partie à cet entretien. Eh bien, très bien. On se donne rendez-vous bientôt. Thank you.